La plantation Belmont s'étendait sur 300 hectares de terre fertile à Saint-Domingue. Des champs de canne à sucre ondulaient sous le soleil des Caraïbes, travaillés par 400 esclaves qui trimaient du lever au coucher du soleil. Au centre de ce royaume tropical trônait la grande maison, avec ses colonnes blanches et ses balcons en fer forgé. La Have, c'était là que vivait Auguste Belmont, un des planteurs les plus riches et les plus redoutés de la colonie. Auguste avait bâti sa fortune sur la cruauté. Ses esclaves portaient les marques de son fouet, et les histoires de ses punitions circulaient dans toute la région. On racontait qu'il faisait enterrer les fuyards jusqu'au cou et versait du miel sur leur visage pour que les fourmis les dévorent vivants. On murmurait qu'il avait noyé une femme enceinte dans une barrique de mélasse parce qu'elle avait cassé une assiette en porcelaine. Mais Auguste avait un secret qui minait son orgueil de planteur blanc. Son fils unique, Mathieu, était métisse. La mère de Mathieu s'appelait Célestine. Elle avait été l'esclave préférée d'Auguste pendant des années, celle qu'il gardait dans sa maison, celle qui dormait dans une chambre adjacente à la sienne. Quand elle était tombée enceinte, Auguste avait d'abord voulu se débarrasser de l'enfant. Mais quelque chose l'en avait empêché. Peut être la vanité, peut être le désir d'avoir un héritier, même imparfait. Il avait laissé Célestine accoucher. Mathieu était né avec la peau claire, presque blanche, mais ses traits trahissaient son héritage africain, ses cheveux bouclés, ses lèvres pleines, la forme de son nez. Auguste l'avait reconnu comme son fils. Mais cette reconnaissance était empoisonnée. Il élevait Mathieu comme un blanc, lui enseignait à lire et à écrire, lui donnait des vêtements fins. Mais il le méprisait pour ce sang mêlé qui coulait dans ses veines. Célestine était morte quand Mathieu avait 7 ans. Une fièvre l'avait emporté en 3 jours. Auguste ne lui avait même pas accordé une sépulture décente. Elle avait été enterrée dans le cimetière des esclaves, sans pierre tombale, sans cérémonie. Mathieu avait pleuré pendant des semaines, son père l'avait frappé pour ses larmes. À 25 ans, Mathieu était devenu un homme tiraillé entre 2 mondes. Il vivait dans la grande maison, mangeait à la table du maître, portait des habits de fils de planteur. Mais les autres blancs le regardaient avec dédain. Pour eux, il restait un sang mêlé, à peine mieux qu'un esclave. Les femmes blanches se détournaient quand il passait. Les hommes ne l'invitaient jamais à leur soirée. Et pourtant, les esclaves ne le considéraient pas comme l'un des leurs non plus. Il était le fils du maître, celui qui profitait de leur misère. Certains le haïssaient autant qu'ils haïssaient Auguste. D'autres le plaignaient, voyant en lui une victime d'un système qui ne lui laissait aucune place. Mathieu connaissait la vérité de son existence. Il n'appartenait à aucun monde. Trop noir pour les blancs, trop blanc pour les noirs. Son père le lui rappelait chaque jour avec ses remarques acerbes, ses comparaisons blessantes. Auguste ne manquait jamais une occasion de souligner les défauts de son fils, réels ou imaginaires. Mais quelque chose grandissait en Mathieu. Une rage froide, patiente. Une haine qui se nourrissait de chaque humiliation, de chaque coup, de chaque mot cruel. Il observait son père avec des yeux de plus en plus calculateurs. Il étudiait ses habitudes, ses faiblesses, ses routines. Et il attendait. L'année de ses 26 ans, Mathieu fit une découverte qui allait tout changer. Son père gardait un coffre dans son bureau, fermé à clé. Un soir, profitant de l'ivresse d'Auguste qui ronflait dans sa chambre, Mathieu força la serrure. À l'intérieur, il trouva des lettres. Des dizaines de lettres échangées avec d'autres planteurs, avec des marchands d'esclaves, avec des officiels de la colonie. Ces lettres révélaient des secrets terrifiants. Auguste n'était pas seulement un maître cruel. Il était un monstre méthodique. Les lettres détaillaient ses transactions avec des chasseurs d'esclaves qui kidnappaient des hommes et des femmes libres pour les vendre. Elles décrivaient ses expériences sur les esclaves, ses tentatives de briser leur volonté par des tortures calculées. Il tenait des registres précis de ses méthodes, notant quelle punition fonctionnait le mieux pour quel type de désobéissance. Mais ce qui glaça le sang de Mathieu, ce fut une lettre concernant sa propre mère. Célestine n'était pas morte de fièvre. Auguste l'avait empoisonnée. Il l'avait tuée parce qu'elle avait osé lui demander d'affranchir leur fils. Elle voulait que Mathieu soit libre, vraiment libre, avec des papiers officiels qui feraient de lui un homme de couleur libre, pas seulement le bâtard toléré d'un planteur. La réponse d'Auguste avait été le poison, lent, douloureux, et pendant qu'elle agonisait, il était resté à son chevet, feignant la compassion, savourant sa vengeance. Mathieu resta assis dans le bureau toute la nuit, les lettres éparpillées devant lui.
Au lever du soleil, sa décision était prise. Son père devait mourir. Pas par colère, pas par vengeance impulsive, mais parce que c'était nécessaire. Auguste Belmont était un cancer qui rongeait tout ce qu'il touchait. Mais Mathieu voulait plus que la mort de son père. Il voulait détruire son héritage. Il voulait transformer cette plantation, ce monument à la cruauté, en quelque chose de complètement différent. Un sanctuaire, un refuge, un lieu où les opprimés pourraient trouver la liberté. L'idée était folle, dangereuse, probablement impossible, mais elle s'ancra dans l'esprit de Mathieu avec une force irrésistible. Il commença à planifier, minutieusement, patiemment. Il ne pouvait pas simplement tuer son père et proclamer la liberté des esclaves. Les autorités coloniales enverraient l'armée pour massacrer tout le monde. Il devait être plus rusé. Mathieu passa les mois suivants à tisser sa toile. Il commença par établir des contacts avec des marrons, ces esclaves échappés qui vivaient dans les montagnes. Il utilisait ses sorties à cheval, prétendument pour surveiller les champs, pour s'aventurer dans les zones reculées. Là, il rencontrait des guetteurs, des éclaireurs des communautés marronnes. Au début, il le prenait pour un espion. Le fils du maître qui venait parler de liberté, un piège évident. Mais Mathieu était patient. Il apportait des provisions, des armes volées dans l'arsenal de son père, des informations sur les patrouilles militaires. Lentement, il gagna leur confiance. Il rencontra Toussaint, un ancien esclave qui avait fui la plantation 5 ans plus tôt après avoir tué un contremaître. Toussaint dirigeait maintenant un campement de 40 marrons dans les montagnes. C'était un homme méfiant, couvert de cicatrices, aux yeux qui ne souriaient jamais. Mais il écoutait. Mathieu lui exposa son plan. Tuer Auguste, hériter de la plantation, puis, progressivement, la transformer, pas d'un coup, ce qui attirerait l'attention. Mais petit à petit, acheter la liberté d'esclaves sous divers prétextes, en accueillir d'autres sous couvert de nouveaux achats, créer un réseau de passage vers les communautés marronnes, faire de Belmont un maillon d'un chemin de fer clandestin, comme ceux qui commençaient à exister dans les colonies anglaises du Nord. Toussaint cracha par terre. « Pourquoi je te croirais? Tu es son fils. Tu vis dans sa maison. Tu manges sa nourriture. Qu'est-ce qui te rend différent de lui ?» Mathieu sortit les lettres qu'il avait copiées, celles sur le meurtre de sa mère, celles détaillant les tortures méthodiques. Il les tendit à Toussaint, qui savait lire. Une rareté parmi les esclaves. Toussaint lut en silence. Quand il eut fini, il leva les yeux vers Mathieu. « Comment comptes-tu le tuer ?»« De la manière la plus simple possible. Un accident de cheval. Mon père chevauche seul chaque dimanche matin pour inspecter les limites de la propriété. C'est sa routine depuis 20 ans. Le chemin longe une falaise, une mauvaise chute, et personne ne posera de questions. Les hommes de son âge meurent ainsi tout le temps. Et après? Comment tu vas expliquer que, soudainement, le fils métis du pire planteur de la région devient un philanthrope? Je ne le ferai pas. Pas ouvertement. Je vais continuer à jouer le rôle du maître, mais je vais changer les choses de l'intérieur. Moins de coups de fouet, de meilleures rations, un hôpital pour les malades, et surtout, des voies d'évasion pour ceux qui veulent partir. Toussaint secoua la tête. Tu es fou. Ça ne marchera jamais. Peut être, mais je vais essayer quand même, avec ou sans ton aide. Il y eut un long silence. Finalement, Toussaint tendit la main. Si tu fais ce que tu dis, je t'aiderai. Mais si tu nous trahis, je te tuerai moi-même. Lentement, Mathieu serra la main offerte. Il venait de franchir un point de non-retour. Le dimanche suivant, Mathieu se leva avant l'aube. Son cœur battait vite, mais ses mains étaient stables. Il avait répété mentalement chaque étape 100 fois. Il sella 2 chevaux, le sien et celui de son père. Quand Auguste descendit pour son inspection hebdomadaire, Mathieu l'attendait. « Je viens avec toi aujourd'hui », annonça-t-il. Auguste fronça les sourcils. « Pourquoi ? Il faut que je connaisse la propriété aussi bien que toi. Un jour, elle sera à moi. » Un sourire cruel étira les lèvres d'Auguste. « Un jour peut être, si je ne trouve pas un héritier plus convenable d'ici là. » C'était une menace qu'il répétait souvent. Auguste avait 53 ans et était veuf depuis 15 ans. Il parlait parfois de se remarier, d'avoir un fils légitime, entièrement blanc, de déshériter Mathieu. Ils chevauchèrent en silence à travers les champs de canne. Les esclaves étaient déjà au travail, courbés sous le soleil levant. Ils ne levaient pas les yeux au passage des cavaliers.
Le chemin montait progressivement vers les collines qui bordaient la propriété. À l'est s'étendaient les plantations voisines. À l'ouest, la jungle dense et les montagnes où se cachaient les marrons. Ils arrivèrent au point que Mathieu avait repéré. Une section du chemin longeait une falaise abrupte. En contrebas, des rochers acérés et un torrent tumultueux. Une chute mortelle garantie. Mathieu avait préparé une sangle de la selle de son père. Il l'avait coupée aux 3/4 durant la nuit, laissant juste assez de cuir pour qu'elle tienne, mais pas assez pour résister à une secousse brusque. Il ralentit son cheval, laissant Auguste prendre un peu d'avance. Puis il tira un petit pistolet de sa botte et visa soigneusement. Pas vers son père, vers le cheval. La détonation claqua dans l'air du matin. Le cheval d'Auguste se cabra violemment, hennissant de terreur. La sangle céda exactement comme prévu. Auguste bascula en arrière, perdant l'équilibre. Ses mains agrippèrent le vide. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Auguste comprit. Mathieu vit la surprise, puis la rage, puis la peur traverser le visage de son père. Puis Auguste tomba. Son corps heurta les rochers 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le bruit était écœurant. Quand il s'immobilisa enfin au bord du torrent, il ne bougeait plus. Mathieu descendit de cheval. Ses jambes tremblaient légèrement, mais il se força à respirer calmement. Le cheval d'Auguste avait cessé de se cabrer et broutait maintenant paisiblement l'herbe du bord du chemin, les rênes pendantes. Mathieu examina la scène. La sangle était tombée avec Auguste. Personne ne la trouverait pour l'examiner. Le pistolet était petit, le genre qu'on utilisait contre les serpents venimeux. Rien de suspect. Un accident. Un tragique accident. Il remonta en selle et galopa vers la plantation, criant à l'aide dès qu'il aperçut les premiers bâtiments. Les funérailles d'Auguste Belmont furent grandioses. Tous les planteurs de la région vinrent présenter leurs condoléances. Ils serrèrent la main de Mathieu avec une certaine réticence, mais ils le reconnurent comme le nouveau maître de Belmont. Les notaires confirmèrent ce que tout le monde savait. Mathieu était l'unique héritier. La plantation, les esclaves, les dettes et les créances. Tout lui revenait. La première semaine, Mathieu ne changea rien. Il voulait observer, comprendre exactement comment fonctionnait la plantation. Il découvrit rapidement que son père avait laissé non seulement une fortune, mais aussi un système d'oppression minutieusement organisé. Il y avait les contremaîtres, 3 hommes blancs brutaux qui appliquaient les punitions avec zèle. Il y avait les drivers, des esclaves promus qui surveillaient les autres et recevaient des privilèges en échange de leur collaboration. Il y avait les registres détaillant chaque esclave, leur âge, leur provenance, leur valeur marchande, leur punition. Mathieu passa des heures à étudier ces registres. 400 vies réduites à des chiffres et des notes cliniques, cicatrices sur le dos suite à désobéissance, tenté de fuir 3 fois, marqué au fer rouge. Séparé de sa famille pour vente. Le soir du 7e jour, il convoqua les 3 contremaîtres dans le bureau. Ils entrèrent avec assurance, ces hommes habitués à commander, à frapper, à terroriser. « Messieurs, commença Mathieu, vos services ne sont plus nécessaires. Le plus vieux, un dénommé Barthélemy, ricana. Quoi? Le petit métis pense qu'il peut diriger une plantation tout seul? Je ne vous ai pas demandé votre avis. Vous êtes congédié. Quittez la propriété avant ce soir. Barthélemy se leva, menaçant. Écoute-moi bien, le bâtard. Ton père nous payait généreusement parce qu'on faisait le sale boulot. Tu crois que ces nègres vont travailler sans qu'on leur rappelle leur place? Tu vas avoir une révolte sur les bras en moins d'1 semaine. C'est mon problème. Partez maintenant, ou je vous fais escorter par les milices. Les 3 hommes échangèrent des regards. Ils virent que Mathieu était sérieux. Avec des grognements de rage et des menaces voilées, ils quittèrent finalement la plantation. Mathieu savait qu'ils iraient raconter partout que le nouveau maître de Belmont était un faible, un idéaliste qui allait ruiner la plantation. Tant mieux qu'on le sous-estime. Le lendemain, il fit son premier vrai changement. Il ordonna qu'on ouvre l'entrepôt de nourriture et qu'on double les rations. Il fit installer un petit hôpital dans un des bâtiments inutilisés, avec de vrais lits et des médicaments. Les esclaves ne comprenaient pas. Était-ce un piège? Une nouvelle forme de cruauté? Ils acceptaient les améliorations avec méfiance, attendant le moment où le fouet retomberait. Mathieu savait qu'il devait gagner leur confiance, mais pas trop vite. Un changement radical attirerait les soupçons des autorités coloniales. Il devait être subtil,
patient. 2 mois après la mort d'Auguste, la première évasion organisée eut lieu. Une famille de 4 personnes. Un homme, sa femme et leurs 2 enfants. Ils venaient de la plantation voisine, celle du commandant Valcourt, un officier militaire connu pour sa sévérité. Toussaint les avait guidés jusqu'à Belmont une nuit sans lune. Ils se cachaient dans la jungle, à la limite de la propriété. Mathieu vint les rencontrer seul, portant de la nourriture et de l'eau. L'homme s'appelait Jacques. Il avait le dos couvert de cicatrices fraîches. « Valcourt allait vendre ma fille », expliqua-t-il, la voix brisée. « Elle a 12 ans. Un planteur de la ville voulait l'acheter pour son plaisir. Je ne pouvais pas laisser faire ça. » Mathieu hocha la tête. « Vous êtes en sécurité maintenant, mais il faut faire ça intelligemment. Je ne peux pas simplement vous cacher ici. Valcourt lancera des chasseurs d'esclaves, on le sait. Toussaint dit que tu peux nous obtenir des papiers. C'était la partie délicate du plan. » Mathieu avait trouvé dans le bureau de son père des tampons officiels et du papier à en-tête. Auguste les utilisait pour falsifier des documents quand ça l'arrangeait. Maintenant, Mathieu allait s'en servir pour un meilleur usage. « Je vais créer des papiers d'affranchissement. Officiellement, vous êtes mes esclaves que je libère. Mais il faut changer vos noms, votre apparence. Et vous devrez partir loin, dans une autre colonie, n'importe où, du moment qu'on est ensemble. » Mathieu passa la nuit à préparer les faux documents. Il changea les noms de la famille, leur donna une histoire crédible. Le lendemain, il les fit entrer discrètement dans la plantation, les logea dans une case isolée pendant quelques jours, puis les présenta comme des affranchis qu'il avait engagés comme ouvriers libres. Personne ne posa de questions. Après un mois de travail visible à Belmont, pendant lequel Mathieu leur enseigna quelques compétences artisanales, il les aida à partir vers le nord, vers les colonies anglaises, où l'esclavage commençait à être remis en question. Ce fut le premier succès. Il y en aurait beaucoup d'autres. Au cours des 6 mois suivants, Mathieu développa un système complexe. Il ne pouvait pas sauver tout le monde, pas ouvertement. Mais il pouvait créer des opportunités, des failles dans le système. Il établit des contacts avec d'autres planteurs plus progressistes, rares mais existants. Des hommes qui trouvaient l'esclavage répugnant, mais n'osaient pas s'y opposer ouvertement. Ils acceptèrent de participer au réseau, offrant des points de passage, des caches temporaires. Il soudoya des officiers du port, qui laissaient embarquer des affranchis sur des navires sans trop vérifier leurs papiers. Il paya des informateurs qui l'alertaient quand des chasseurs d'esclaves approchaient de sa propriété. La plantation Belmont devint un carrefour étrange. En surface, tout paraissait normal. Les champs de canne étaient toujours cultivés, le sucre toujours produit et vendu. Mais en dessous de cette façade, un autre monde existait. Des esclaves fugitifs trouvaient refuge dans les bâtiments éloignés de la grande maison. Mathieu les accueillait la nuit, les cachait pendant quelques jours ou quelques semaines, leur fournissait de faux papiers, puis les aidait à partir vers la liberté. Ses propres esclaves commencèrent à comprendre ce qui se passait. Au début, ils restèrent silencieux par peur. Puis, lentement, certains commencèrent à l'aider. Une femme nommée Rose, qui travaillait aux cuisines, préparait des provisions pour les fugitifs. Un homme, appelé Baptiste, forgeron de la plantation, fabriquait des outils et parfois des armes pour les marrons des montagnes. Mathieu ne força personne à participer. Il savait que certains de ses esclaves le haïssaient encore, le voyant comme le fils de leur bourreau. D'autres ne voulaient simplement pas risquer leur vie. Il respectait ses choix. Mais ceux qui voulaient aider trouvaient en lui un allié déterminé. Tout bascula un jour de mars. Un chasseur d'esclaves nommé Leclerc arriva à Belmont avec un mandat. Il recherchait une femme qui s'était échappée de la plantation des Montclair 3 semaines plus tôt. Des informateurs avaient signalé sa présence dans la région. « J'ai la permission de fouiller toutes les propriétés », annonça Leclerc, exhibant un document signé par le gouverneur. Mathieu resta calme. « Bien sûr, mais vous comprendrez que je dois d'abord vérifier l'authenticité de ce mandat. Les faussaires sont nombreux ces temps-ci. Vous m'accusez d'être un faussaire? Je ne vous accuse de rien. Je suis simplement prudent. Attendez ici, je vais envoyer un messager en ville pour confirmer. » Leclerc n'aimait pas ça, mais il ne pouvait pas refuser sans paraître suspect. Mathieu fit sceller un cheval et envoya un homme de confiance. Pendant ce temps, il devait faire disparaître la femme que Leclerc cherchait. Elle se cachait effectivement à Belmont, dans une case au fond de la propriété. Mathieu alla la prévenir lui-même. « Il faut partir. Maintenant, Toussaint vous attend à l'endroit habituel. »
La femme, qui s'appelait Adélaïde, secoua la tête. « Je ne peux pas courir, ma jambe, je me suis blessé en fuyant. C'est pour ça que je suis encore ici. » Mathieu examina la blessure. Une vilaine entaille infectée. Adélaïde ne pourrait pas marcher jusqu'aux montagnes. Alors il faut te cacher mieux. Tu ne peux pas rester dans cette case, c'est le premier endroit qu'il fouillera. Il réfléchit rapidement, puis il eut une idée folle. La grande maison, dans ma propre chambre, personne ne pensera à chercher là. C'est de la folie. Exactement. C'est pour ça que ça marchera. Il l'aida à marcher jusqu'à la maison, profitant du moment où Leclerc était distrait par un repas que Mathieu avait fait préparer pour lui. Il installa Adélaïde dans un placard de sa chambre, derrière des vêtements. Le messager revint le soir même. Le mandat était authentique. Mathieu dut laisser Leclerc fouiller la plantation. Le chasseur passa 2 jours à inspecter chaque bâtiment, chaque case, chaque recoin. Il interrogea les esclaves, les menaça, les frappa quand leur réponse ne lui plaisait pas. Mathieu serra les dents et laissa faire, sachant qu'intervenir ne ferait qu'attirer plus de soupçons. Leclerc ne trouva rien. Frustré, il finit par partir, mais pas avant d'avoir lancé à Mathieu un regard lourd de suspicion. « Vous êtes trop accommodant avec vos esclaves, jeune homme. Votre père ne l'aurait jamais permis. Attention à ce que votre faiblesse ne vous coûte pas cher. » Après son départ, Mathieu fit soigner la jambe d'Adélaïde correctement. Il fallut 2 semaines pour qu'elle guérisse suffisamment. Puis elle partit rejoindre les Marrons, emportant avec elle une histoire qui se répandit dans la communauté des fugitifs. Belmont était un refuge, et le fils du monstre était devenu leur protecteur. Les mois suivants, la réputation de Mathieu se détériora dans la communauté des planteurs. On murmurait qu'il était trop doux, trop indulgent, que sa plantation allait mal tourner. Certains prédisaient une révolte. Le commandant Valcourt vint lui rendre visite un après-midi. C'était un homme sec et rigide, avec des yeux durs comme de la pierre. « Belmont, j'ai entendu des choses troublantes sur la gestion de votre plantation. Des ragots sans doute. On dit que vous ne punissez pas vos esclaves, que vous les laissez paresser, que vous gaspillez de la nourriture et des ressources pour eux. Mes esclaves travaillent, ma production n'a pas baissé, le reste ne concerne que moi. » Valcourt se pencha en avant. « Vous vous trompez, ça nous concerne tous. Quand un planteur est trop laxiste, ça donne des idées aux esclaves des autres plantations. Votre faiblesse met en danger toute la colonie. Je ne suis pas faible, commandant, je suis simplement moins cruel que d'autres. Il y a une différence. C'est la même chose avec les nègres. Ils ne comprennent que la force. Votre père le savait. C'est dommage que vous n'ayez pas hérité de sa sagesse en même temps que de sa propriété. » Mathieu sentit la colère monter en lui, mais il se contrôla. « Mon père est mort, c'est moi qui dirige Belmont maintenant, à ma manière. Alors prenez garde. Le gouverneur surveille la situation. S'il y a le moindre signe de trouble, il agira. » C'était une menace à peine voilée. Mathieu comprit qu'il devait être encore plus prudent. Les autorités avaient les yeux sur lui. Pourtant, il ne pouvait pas arrêter maintenant. Trop de gens comptaient sur lui. Le réseau s'était étendu, touchant maintenant plusieurs plantations. Des dizaines d'esclaves avaient trouvé la liberté grâce à ses efforts. Il intensifia ses précautions. Les évasions devinrent moins fréquentes, mais mieux organisées. Il créa des codes, des signaux, pour communiquer avec Toussaint et les autres Marrons. Il établit des points de rendez-vous secrets, des caches d'urgence. Le danger vint d'où il ne l'attendait pas. Un de ses propres esclaves, un homme nommé Olivier, le trahit. Olivier était un driver, hérité de l'époque d'Auguste. Il avait perdu ses privilèges quand Mathieu avait pris le contrôle, et il le ressentait amèrement. Il voyait les fugitifs qu'on cachait, les provisions qui disparaissaient, les activités nocturnes, et il décida de vendre ses informations. Il alla trouver Valcourt et lui raconta tout, les faux papiers, les caches, le réseau, les complicités avec les Marrons, tout. Valcourt ne perdit pas de temps. Il rassembla une troupe de miliciens et se dirigea vers Belmont à l'aube. Mathieu fut réveillé par Rose, qui tambourinait à sa porte. « Maître, des soldats, beaucoup de soldats. » Il bondit hors du lit et courut à la fenêtre. En effet, une 50aine d'hommes armés entraient dans la propriété. Il n'avait pas le temps de cacher les preuves. Dans un des bâtiments annexes, il y avait actuellement 6 fugitifs. Dans son bureau, les tampons et papiers compromettants. C'était fini. Mais Mathieu n'était pas homme à se rendre sans combattre. Il descendit affronter Valcourt,
qui était déjà descendu de cheval et donnait des ordres à ses hommes. « Commandant, que signifie cette intrusion ?»« Intrusion. J'agis sur ordre du gouverneur. Vous êtes accusé d'avoir aidé des esclaves fugitifs, de faux et usage de faux et de complicité avec les marrons, des crimes passibles de mort. Sur la base de quoi? Sur la base du témoignage d'Olivier, votre propre esclave. Il a tout raconté. » Mathieu chercha Olivier du regard. Il le vit, debout près de Valcourt, évitant son regard. La rage le submergea, mais il la contint. Le témoignage d'un esclave. Depuis quand croit-on les esclaves devant les tribunaux? Depuis qu'on peut le vérifier. Nous allons fouiller cette plantation de fond en comble. Si nous trouvons des fugitifs, des faux documents, vous serez arrêtés sur le champ. Les soldats commencèrent à se disperser. Mathieu savait qu'il trouverait les preuves. Il était perdu. Mais soudain, un cri retentit depuis les champs, puis un autre, puis le son d'une cloche d'alarme. Le feu! Le feu! Une colonne de fumée noire s'élevait des champs de canne à l'ouest, puis une autre au sud. Les champs brûlaient. Valcourt jura. « C'est une diversion, ne vous laissez pas distraire. » Mais c'était déjà trop tard. Les esclaves couraient dans tous les sens, certains pour éteindre le feu, d'autres pour fuir le chaos. Dans la confusion, les 6 fugitifs cachés s'échappèrent, se fondant dans la masse. Rose apparut près de Mathieu. Baptiste a mis le feu. Il a dit que c'était le moment. Mathieu comprit. Baptiste avait sacrifié des hectares de canne pour créer une confusion qui sauverait les fugitifs. C'était un acte de bravoure désespéré. Les soldats essayèrent de fouiller malgré le chaos, mais le feu se propageait rapidement. Ils durent abandonner la recherche pour aider à combattre les flammes, de peur que l'incendie ne s'étende aux plantations voisines. Quand l'incendie fut finalement maîtrisé, il était trop tard. Les fugitifs avaient disparu. Et dans la confusion, quelqu'un avait vidé le bureau de Mathieu de tous les documents compromettants. Valcourt était furieux. « Ce n'est pas terminé, Belmont. Je reviendrai avec un mandat d'arrêt en règle. Vous paierez pour vos crimes. Mais sans preuve tangible, sans les fugitifs comme témoins, le témoignage d'Olivier seul ne suffisait pas. » Valcourt le savait. Mathieu le savait. Cette nuit-là, Mathieu convoqua Baptiste dans son bureau. Le forgeron entra, le visage noirci par la suie, les vêtements sentant la fumée. « Tu as détruit 1/3 de ma récolte. C'était nécessaire, je sais. Mais maintenant, je suis ruiné. Sans cette canne, je ne pourrai pas payer mes dettes. Les créanciers vont saisir la plantation. » Baptiste resta silencieux un moment. « Alors on aura échoué. Pas forcément. J'ai un plan, mais il va falloir du temps et de l'aide. » Mathieu expliqua son idée. Il allait vendre une partie de la plantation, juste assez pour rembourser les dettes les plus urgentes. Avec le reste, il intensifierait ses opérations. Plus de fugitifs, plus vite. Transformer Belmont non plus en un simple point de passage, mais en une véritable communauté de transition. Si je dois perdre cette plantation de toute façon, autant qu'elle serve jusqu'au bout, on va accélérer, prendre plus de risques, sauver autant de gens que possible avant que tout s'effondre. Baptiste sourit. Maintenant tu parles comme quelqu'un qui a vraiment choisi son camp. Les semaines suivantes furent frénétiques. Mathieu multiplia les évasions, parfois plusieurs par semaine. Il vida ses coffres pour payer des passeurs, des complices, des pots de vin. Sa fortune personnelle fondait, mais il s'en fichait. Il affranchit officiellement 50 de ses propres esclaves, utilisant les derniers papiers officiels qu'il possédait. Il leur donna de l'argent pour partir, recommencer ailleurs. Certains restèrent, choisissant de travailler comme ouvriers libres sur ce qui restait de Belmont. La plantation commença à ressembler à un étrange mélange. Des esclaves, des affranchis, des fugitifs cachés, des marrons venus du camp de Toussaint pour des échanges. Une communauté hybride qui défiant toutes les catégories établies par le système colonial. Mathieu ne dormait presque plus. Il passait ses nuits à falsifier des documents, à coordonner des évasions, à négocier avec des contacts. Le jour, il maintenait l'apparence du planteur, rencontrant les créanciers, supervisant ce qui restait de production. Olivier paya cher sa trahison. Une nuit, on le trouva pendu dans sa case. Officiellement un suicide. Mais tout le monde savait que c'était un message des autres esclaves. Le prix de la délation. Valcourt utilisa cet incident pour renforcer la pression. Voyez, votre laxisme engendre le chaos. Un esclave mort, des récoltes brûlées, votre plantation qui s'effondre. Tout ça
parce que vous refusez d'imposer l'ordre. Mais Mathieu tint bon. Il savait que le temps jouait contre lui, mais chaque jour de plus signifiait quelques vies supplémentaires sauvées. L'attaque arriva un soir de juillet. Pas des soldats cette fois, mais un groupe de planteurs en colère, mené par Valcourt, une vingtaine d'hommes armés qui envahirent la propriété. « On en a assez de votre petite expérience sociale, Belmont. Vous êtes un danger pour toute la colonie. Partez maintenant ou on vous tue. » Mathieu se tenait sur les marches de la grande maison, seul. « Cette plantation est à moi. Vous n'avez aucun droit légal. Au diable les droits légaux. Vous protégez des fugitifs, vous conspirez avec les marrons, vous pervertissez l'ordre établi. On va nettoyer tout ça. » Les planteurs se dirigèrent vers les cases où vivaient les esclaves et affranchis. Mathieu comprit leurs intentions. Un massacre. Ils allèrent tuer tout le monde pour faire un exemple. Il tira le pistolet caché dans sa veste et fit feu en l'air. « Le premier qui touche à mes gens, je l'abats. » Valcourt ricana. « Vous êtes seul contre 20. Vous n'avez aucune chance. » Mais à ce moment, des silhouettes émergèrent de l'ombre. Toussaint et 30 de ces marrons, armés jusqu'aux dents. Ils avaient surveillé la plantation, prévoyant exactement ce genre d'attaque. « Il n'est pas seul », annonça Toussaint calmement. La situation bascula. Les planteurs n'avaient pas prévu de rencontrer une résistance armée. Valcourt évalua rapidement la situation. S'il y avait un affrontement ici, des Blancs mourraient. Le gouverneur serait obligé d'envoyer l'armée, ce qui déclencherait probablement un soulèvement général des esclaves de la région. Vous faites une terrible erreur, Belmont. Vous prenez le parti des esclaves contre votre propre race. Ma race ? Mathieu rit amèrement. Vous m'avez traité de sang-mêlé toute ma vie, de bâtard, de demi-nègre. Et maintenant vous voulez que je me sente loyal envers les Blancs. Allez au diable. Valcourt et ses hommes reculèrent, mais leur regard promettait la vengeance. Après avoir repoussé les planteurs menés par Valcourt, Mathieu abandonna toute prudence. Belmont devint officiellement un refuge. Il affranchit tous ses esclaves restants, leur donnant le choix de partir ou de rester. La plupart choisirent de rester, non par obligation, mais parce qu'ils se sentaient enfin en sécurité. La plantation cessa d'exister comme exploitation commerciale pour devenir une vraie communauté. Les champs nourrissaient les habitants plutôt que les marchés d'exportation. Une école fut construite pour les enfants. Un hôpital soignait les malades. Dans toute la colonie, les esclaves murmuraient le nom de Belmont avec espoir, ce lieu où la liberté existait vraiment, même si elle restait fragile. Le gouverneur ne pouvait plus ignorer cette anomalie. Il envoya une centaine de soldats pour rétablir l'ordre. Mathieu convoqua tous les habitants. Ils pouvaient fuir ou se battre. Rose, devenue leader de la communauté, trancha. Fuir enverrait le message que la liberté ne pouvait pas tenir. Elle vota pour le combat. Tous approuvèrent, même les enfants et les vieux. Ceux qui avaient goûté la liberté préféraient mourir que redevenir esclaves. Les troupes arrivèrent à l'aube. Le capitaine proposa une reddition. Livrer les fugitifs et les meneurs, épargner les autres. Mathieu refusa net. « Nous sommes tous des fugitifs maintenant, tous des meneurs. Si vous voulez quelqu'un, prenez-nous tous. » La bataille qui suivit entra dans la légende. Les habitants de Belmont, malgré leur infériorité numérique et leur armement rudimentaire, résistèrent avec une férocité née du désespoir et de l'espoir mêlé. Toussaint et ses marrons arrivèrent en renfort, attaquant les troupes par les flancs. Le combat dura toute la journée. Mathieu se battit comme un possédé aux côtés de ceux que son père avait opprimés. Au coucher du soleil, les troupes se retirèrent. Elles avaient perdu trop d'hommes sans réussir à prendre Belmont. Mais la victoire était amère. 23 habitants étaient morts, dont Baptiste le forgeron qui avait protégé des enfants de son corps. Mathieu comprit que ce répit serait court. Le gouverneur enverrait plus de troupes. Belmont ne pourrait pas résister éternellement. Mais il avait prouvé quelque chose d'essentiel. La résistance était possible, la liberté pouvait être défendue. Les semaines suivantes, des esclaves de toute la colonie commencèrent à se soulever, inspirés par Belmont. Ils attaquèrent leurs maîtres, brûlèrent des plantations, s'enfuirent vers les montagnes. Ce n'était pas encore la grande révolution qui viendrait des années plus tard, mais c'était un début. Une fissure dans l'édifice de l'esclavage. Une nuit, Rose rejoignit Mathieu sur le balcon. Elle savait que les troupes reviendraient et qu'ils mourraient probablement tous. Elle lui demanda si ça valait la peine. Tuer son père, perdre sa fortune, devenir un paria,
pour finir massacré. Mathieu réfléchit longuement. Son père lui avait appris que certains hommes ne méritent pas de vivre sans savoir qu'il lui donnait une raison de le tuer. Toute sa vie, il avait été coincé entre deux mondes, rejeté par les deux. En tuant son père et en transformant Belmont, il n'avait pas trouvé sa place. Il avait créé un nouveau monde où la place n'avait plus d'importance, où seule la liberté comptait. Alors oui, ça valait la peine. 3 semaines plus tard, les troupes revinrent. Cette fois, c'était une vraie armée. 500 soldats avec des canons. La bataille fut brève et sanglante. Belmont brûla. La grande maison, les cases, les champs. Tout fut réduit en cendres. Mathieu mourut dans l'incendie, refusant de fuir jusqu'à ce que tous ceux qui voulaient s'échapper aient eu leur chance. Les derniers à le voir rapportèrent qu'il souriait, debout au milieu des flammes, sachant qu'il avait planté des graines qui germeraient ailleurs. Rose survécut, ainsi que Toussaint et une centaine d'autres. Ils rejoignirent les communautés marronnes des montagnes, emportant l'histoire de Belmont et de son maître métis qui avait trahi sa classe pour libérer les opprimés. L'endroit où s'était dressée la plantation redevint jungle. Mais l'histoire ne mourut pas. Elle se transforma en légende, racontée dans les cases, chuchotée dans les champs, chantée dans les montagnes. On racontait comment Mathieu avait défié le système colonial, choisi l'humanité plutôt que le privilège. Des décennies plus tard, quand Saint-Domingue devint Haïti, des hommes se souviendraient de Belmont, qu'un métis avait prouvé qu'on pouvait trahir sa propre classe, rejeter l'héritage de violence, choisir la liberté même au prix de sa vie. Rose, qui vécut jusqu'à un âge avancé dans les montagnes, racontait souvent l'histoire aux jeunes générations. Elle leur expliquait que Mathieu n'était pas parfait. Il avait le sang de son père sur les mains, littéralement. Pendant des années, il avait profité de l'esclavage. Mais quand il avait ouvert les yeux sur l'horreur du système, il l'avait combattu de l'intérieur. Il avait utilisé ses privilèges contre ceux qui les lui avaient donnés. C'était ce qui faisait de lui un exemple, pas un saint. Après la destruction de Belmont, on trouva dans les ruines un coffre en fer à moitié brûlé. À l'intérieur, le testament de Mathieu, écrit la veille de l'attaque finale. Il déclarait que tous les biens de Belmont appartenaient collectivement à ceux qui y vivaient. Esclaves, affranchis, marrons, tous égaux. Il demandait seulement qu'on se souvienne. Aucun héritage n'est sacré quand il est bâti sur la souffrance. Aucune tradition ne mérite d'être préservée quand elle broie l'humanité. L'important n'était pas de durer, écrivait-il, mais de montrer que c'était possible. Que pendant quelques semaines ou quelques mois, la liberté pouvait exister même au cœur du système esclavagiste. Dans l'histoire de l'émancipation, il y a les grands noms et les révolutions documentées. Mais il y a aussi les histoires comme celle de Mathieu Belmont, les rébellions éphémères, les sanctuaires temporaires, les actes de trahison envers sa propre classe. Ces histoires vivent dans la mémoire des peuples, transmises de génération en génération. Mathieu avait compris que certains héritages ne méritent pas d'être préservés. Certaines traditions doivent être détruites. Il l'avait fait littéralement. Il avait tué son père, détruit la plantation, brûlé ses privilèges. Et dans ces flammes, quelque chose de nouveau avait pu naître. Même brièvement, Belmont brûla. Mais l'idée de Belmont survécut. Ce qui dure, ce ne sont pas les plantations ou les fortunes bâties sur l'oppression. Ce sont les actes de courage, les choix impossibles, les rébellions même condamnées. Ce qui dure, c'est l'histoire d'un homme qui a refusé d'être défini par son héritage et qui a tout brûlé pour créer quelque chose de meilleur, même pour un instant. L'héritage paradoxal de Mathieu Belmont. Avoir montré que parfois, trahir son héritage est la seule façon d'être fidèle à soi-même. Que choisir le bon camp, même tardivement, même au prix de tout, est la seule chose qui compte vraiment.